qui m'intéresse, c'est les résultats. À la limite, les mots que j'utilise, C'est secondaire. c'est absolument secondaire. Tu vois, en fait, on passe de la compétition à la collaboration. Nouveau récit. Et c'est une des choses que d'ailleurs j'adore du mouvement Bicorp. Parce que le mouvement Bicorp, il met des entreprises qui sont parfois effectivement des concurrents à travailler ensemble, à se parler. La vision de ces mouvements, c'est-à-dire que l'économie telle qu'on les connaît, donc l'économie du XXe siècle, qui est une économie d'extraction, une économie de shareholding, donc on fait tout pour faire du profit, mais qui est pour les actionnaires et qui est complètement exclusif, ne doit plus avoir lieu. Et est-ce qu'on a besoin de radicalité pour avancer ? La réponse est oui. Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Parole Publique. Nouveau récit. Bonjour Camilla, Bonjour Fouad. bienvenue sur Nouveau Récit. Merci. Alors c'est Camilla Garcia Quijano. Quijano. Mon espagnol, il est pas T'étais pas très bon. Quand Non, même. c'est rare les gens qui arrivent à Du bien premier dire coup Ah oui, le Quijano, c'est pas évident. Ça passe pas. Non. Ah, le nom de famille, c'est Garcia Quijano. Ouais, Ça c'est ça. vient En d'où ? Amérique latine, tu utilises toujours les Tes deux doigts ? les noms de ton papa et les noms Ouais. de ton maman. Ah oui, d'accord. Toujours. Bien, Alors, ça c'est l'égalité. Ah, c'est l'égalité. Je parle souvent sur le podcast. J'ai quand même la chance, là, maintenant, d'avoir une petite fille. Et on s'est interrogé. Moi, je me suis interrogé sur son nom de famille. Est-ce que c'était Souak Petri ? Parce que, du coup, mon amoureuse, elle s'appelle Petri. C'est Léa qui voulait pas. Elle voulait pas, en fait, aller deux noms. Ouais. Tu vois, elle était peut-être un peu plus réactionnaire que moi. Écoute. En tout cas, tu es la Sustainability Director de Kellogg's en Europe. Tu as été la Head of Sustainability de Blédina, donc c'est le groupe Danone. Ton parcours, c'est quand même plutôt un parcours à l'intérieur des entreprises. Et c'est vrai que la particularité de Nouveau Récit, c'est quand même plutôt de s'intéresser à ceux qui créent des initiatives, qui créent des nouveaux modèles, qui disent on n'a pas ce que l'on veut à l'intérieur des grands groupes ou des organisations actuelles, donc faisons différemment ailleurs. Et toi, j'ai plutôt l'impression que ta mission, c'est de le faire en disant je vais attaquer le problème de l'intérieur. Ça, c'est pour le CV. On aura l'occasion de parler de tout ça. Mais j'aimerais bien quand même découvrir qui est vraiment la Camilla, d'où vient justement cette envie transformatrice. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que le métier que tu exerces aujourd'hui, c'est le métier que tu voulais faire quand tu étais enfant ? J'adore cette question parce que je pense que je voulais faire plusieurs métiers quand j'étais petite. Et ben comme pas mal de gens. Beaucoup. Voilà. Je voulais chanter en fait. J'ai passé ma vie à imiter Madonna. Et on faisait même des concerts à mes parents. J'ai 2 frères. Et mes 2 frères jouaient les instruments pendant que moi, je chantais. Mais on s'est déguisés et tout. Ah non, mais j'étais à fond. À fond. Et je voulais être aussi biologiste marine. Parce que je suis passionnée par l'océan. Ouais. On en parlera. Mais en tout cas, ce qui était vrai dans tout ça, c'est que depuis mon enfance, j'ai toujours été hyper connectée à la nature. Et donc, c'était une évidence pour moi que quoi que je fasse, même être Madonna, il fallait que ça soit en lien avec la protection de la nature, la protection de nos ressources, etc. etc. T'es né où au Colombie ? Donc, je suis née à Bogota. Ouais. Alors ça, c'est une grande ville, métropole. Voilà, et pas du tout nature pour le coup. C'est 10 fois la taille de Paris. Une grande ville, les grandes villes latino-américaines qui sont très complexes, polluées. Mais j'ai eu une chance incroyable parce que mon papa, en fait, c'était un homme incroyable, un homme d'affaires, de lundi à vendredi. Et les vendredis, il changeait sa tenue, il changeait son... C'était assez incroyable de voir. Et les week-ends, on partait. On avait la chance d'avoir des maisons de campagne. Mais une maison de campagne en Colombie, c'est pas comme ici.
c'est des fermes. C'est des trucs assez gros. Où il y a des hectares. C'est le ranch, quoi. C'est un peu ça. Et c'est loin de Bogota. Et on avait une ferme C'était une aventure pour y aller déjà. Hein. Je pense qu'on mettait 5 heures. Mais non. On passait par des chemins de terre. Il fallait traverser des rivières, etc. Non, c'était l'aventure absolue. Et j'ai grandi avec ça. Ok. Et en fait, on partait les vacances, on partait des week-ends prolongés, etc. Bon, pas tous les week-ends parce que voilà, c'était loin et c'était complexe. Et ça, c'était ma vie à côté. C'est-à-dire que j'avais une vie des villes la semaine, d'une certaine manière très urbaine, normale, je dirais classique. Et à côté de ça, on était des aventuriers au fin fond de la campagne. Et tu faisais quoi là-bas le week-end dans l'orange, au milieu de la nature? Tout. Alors, on faisait tout. J'ai passé mon temps à faire du cheval. J'adorais ça. Et en plus, j'ai appris hyper petite. Moi, je me souviens, mon père, il m'a mis sur un cheval. Il m'a dit, mais vas-y, galope. Et ben, c'est comme ça que j'ai appris. Voilà, il n'y avait pas de selle. Hein. Donc, c'était... T'avais quel âge? Je pense que j'ai commencé à faire du cheval quand j'avais 5-6 ans. Ouais, c'est tôt, c'est bien. Donc, tôt. Ouais. De la même manière, j'ai appris à nager comme ça. Il m'a jeté dans la... On avait une espèce de lacune. Et il m'a jeté, il m'a dit, mais vas-y, apprends à nager. Ouais. Bon, après, il s'est jeté à côté de nous avec mon frère. Et, il était toujours là, à côté. Voilà, il était là. Mais c'est comme ça qu'on a appris, vraiment à l'ancienne. Quoi. C'est-à-dire, tu vois, c'est pas dans une piscine... protégé, c'était... avec la perche à côté, la bouée... Ouais, on avait même des animaux qui nageaient à côté de nous. C'était assez incroyable, mais vraiment incroyable. J'ai des souvenirs d'enfance. J'ai une fille qui a 8 ans. Et en fait, tous les jours, elle me dit « Maman, raconte-moi une histoire de Los Llanos. » Ça s'appelle Los Llanos, cette région de la Colombie. Raconte-moi une histoire. Tu as tellement de la chance d'avoir vécu ça. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance. Elles ont eu la chance, elles aussi, d'y aller, de visiter. Ma fille, elle connaît ces coins. Malheureusement, on n'a plus cette ferme. Mon papa, il a vendu à l'époque où la Colombie, c'est devenu un peu dangereuse. Ouais, on va en parler, justement. Je voulais te questionner un peu dessus. Bah, parfait. Donc, c'était... malheureusement, on a dû se séparer de cet endroit magique. Mais je garde toujours des liens. À chaque fois qu'on va en Colombie, on essaye d'y aller. Donc, elle connaît. Ouais, on a fait du cheval ensemble. Tu lui racontes tous les soirs des histoires. Et je lui raconte des histoires parce que j'ai des histoires, mais je peux faire un livre. Ouais. Vraiment, c'était un monde... ce que je suis aujourd'hui vient de là, clairement. Pour moi, c'est voilà, cette connexion à la nature, mais une nature complètement vierge, sauvage. On voyait des animaux, mais tu n'imagines pas les animaux qu'on voyait, qui vivaient là avec nous, qui venaient nous voir quand ils voulaient. J'ai eu des rencontres assez incroyables avec des serpents. Tu vois, des choses qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens n'ont presque plus la chance de vivre. Voilà, donc ça m'a appris énormément. Est-ce que la Colombie est restée comme ça, où on a un peu cette séparation, justement, vraiment une séparation assez nette entre la ville et la nature? Toujours, oui. Oui, la Colombie, ça reste très sauvage, encore, heureusement. Heureusement. Mais c'est un pays où il y a 40% de territoire du pays ce sont des parcs naturels, donc protégés. Ouais, des forêts et des... Voilà, tu as des forêts primaires, qui, typiquement en France, il n'y en a plus. Ouais. Et en Colombie, il y en a beaucoup. Commençons par l'Amazonie, mais il n'y a pas que l'Amazonie. Donc oui, on a vraiment cette chance, si on veut, d'aller chercher ces endroits-là. Et quand je dis si on veut, parce que malheureusement, les gens, quand ils sont à la ville, ils restent à la ville. Ils restent à la ville, ouais. Alors qu'il faut prendre les chemins de traverse, il faut se déplacer, il faut aller sur la côte, il faut revenir. Et justement, tu as parlé là, de cette Colombie des années 90 qui a été quand même compliquée avec les FARC. C'est l'histoire politique des FARC qui est quand même récente. Ça fait quoi? Ça doit faire peut-être 5 ou 10 ans seulement qu'ils ont déposé les armes. Mais ça a dû être difficile, ça, de... Et encore, c'est pas complètement fait. C'est pas complètement arrêté. Alors, les FARC, oui, mais tu as d'autres groupes... Groupuscules qui ont dû prendre le relais. Qui ont dû prendre les relais, qui ont pris les relais, en fait. C'est pas qui ont pris les relais. Après, les FARC, c'était quand même les groupes les plus importants. Je dirais, à cette époque très, très violente, malheureusement. On fait comment quand on est une petite fille pour vivre dans cet environnement-là, avec cette ambiance-là, avec cette situation-là? Tu
ça, c'est très paradoxal parce que c'est triste, je vais dire, mais je vivais dans une bulle. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être dans une famille qui était protégée. Voilà. Et donc, du coup, je ne l'ai pas vécu des plein face, tu vois. Je dirais heureusement. Ça ne veut pas dire que ça ne m'a pas touchée. Ça m'a touchée parce qu'effectivement, tu as toujours des connaissances qui, de manière ou d'une autre, ont été touchées. Parce que, oui, il y a eu une période de la vie, dans ma vie, où on ne pouvait pas aller dans certains endroits. Parce que cet endroit dont j'ai parlé à Los Llanos, c'est vraiment mon grand coup de cœur de la vie, on a dû les vendre. Ouais. À cause de ça. À cause de ça. Ouais. C'était trop risqué. En fait, il y a des gens qui sont venus demander de l'argent à mon père. Ah ouais. Tu vois, en fait, à l'époque, soit tu payais, ouais. c'est ce qu'on appelle les vaccines. Donc, soit tu payes, et tu payes, mais tu vois, à chaque fois qu'ils demandent, etc., grosso modo, pour ne pas t'embêter. Ah, c'est de l'extorsion. C'est un peu ça. Soit, plus ou moins, tu laisses tes terres aux gens. Et ça, c'était pas les choix de mon père. Il n'allait jamais faire ça. Et c'était un révolutionnaire, mon père. Donc, jamais de la vie. Ouais. Donc, son choix, c'était plus de dire, on vend et on achète ailleurs, où c'est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus safe. Donc, voilà. Donc, tu vois, ça m'a touchée, je dirais, de cette manière-là. Ça a quand même dû être un arrachement. Hein. Si. Mais tu sais, c'est rigolo parce que l'autre jour, on parlait, malheureusement, j'ai perdu mon papa il y a 1 an et demi. Oh. Et on parlait avec mes frères et je leur disais que s'il y a une chose que je pardonnerais pas à mon père, c'est d'avoir vendu cet endroit. Ah ouais. Bah, alors que tu sais qu'il a fait ça pour votre bien. Oui, non, mais tout à fait, tu vois. Mais quand je dis, je n'ai pas pardonné, un peu entre guillemets, mais oui, ça m'a vraiment fait mal. Bref, après, voilà, on avait plus d'autres expériences. C'est comme si tu avais perdu une part de ton identité. Complètement. Mais c'est exactement ça. Donc voilà, donc tout ça pour te dire que oui, c'était difficile. J'adore mon pays. C'est un pays absolument magnifique. Et on n'est pas là pour faire de la promotion à la Colombie, mais c'est un pays qui est absolument magnifique. Pour les gens qui aiment la nature. On revient sur ça. Et des endroits... Pourquoi les grandes villes comme Bogota, c'est pas si intéressant que ça? C'est intéressant. Non, c'est intéressant, mais tu vois, mais si tu veux faire une grande ville, tu vas à New York. Tu viens à Paris. Tu vois, parce que tu vas trouver ces coteaux culturels, etc. Qui, oui, tu peux trouver à Bogota et c'est intéressant. Tu y manges super bien aussi. Parce que c'est très international. Mais si tu vas en Colombie, c'est pour aller dans les sentiers perdus. D'Amazonie, de partout, tu vois, de partout. On a quand même 2 côtes, tu as 2 océans, tu as des montagnes, tu vois, un endroit absolument magnifique qui n'existe qu'en Colombie d'ailleurs. C'est une montagne qui est enneigée, donc ça veut dire qu'elle fait plus de 5000 mètres d'altitude et qui commence au niveau de la mer. Et quand tu es à 5000 mètres, tu vois la mer. C'est assez incroyable. Donc, tu démarres à 30 degrés et tu finis à moins 5. Des choses comme ça, je n'ai pas vu beaucoup. Et j'ai pas mal voyagé. Moi, c'est un rêve que j'espère réaliser un jour. C'est faire le tour de l'Amérique latine à moto. Donc, tu prends ta moto, tu mets des paquets derrière, tu pars. Donc, le petit trajet, c'était... tu arrives en Guyane, à Cayenne, puis après, tu remontes vers Guyana, tu repasses dans l'Amazonie et vers le nord du Brésil, jusqu'à Boa Vista. Hop, tu remontes vers le Venezuela. Là, ça commence à se compliquer un petit peu parce que la frontière entre le Venezuela et puis la Colombie, c'est quand même très fermé. À cause de la monnaie, à cause de ce qui se passe au Venezuela, plus qu'en Colombie, hein, on sait bien. Je ne sais pas trop si la situation s'est un peu améliorée là-bas, mais c'est vrai que ça fait quand même moins l'actualité en France. Et puis après, tu traverses la Colombie, tu découvres la Colombie, tu redescends par le Pacifique, tu te fais toutes les montagnes. Et avec des villes, d'ailleurs, amazoniennes qui ne sont accessibles qu'en avion ou en bateau. C'est fou, il n'y a pas de route. Donc, c'est un territoire qui est complètement magique.
et en tout cas moi, que j'aimerais découvrir parce que ça ne ressemble ni à l'Europe, ni aux États-Unis, ni à nulle part d'autre. Je ne l'ai pas encore fait. Je ne te souhaite que ça. Ouais. Et puis, j'aimerais découvrir ton lieu magique. Ben absolument, tu me diras. Et c'est quoi la différence entre la culture colombienne et la culture européenne ou la culture latine, américo-latine et européenne? Est-ce qu'il y a eu un choc des cultures? Oui, clairement. Même si on dit très souvent qu'on est dans un peuple latin, ouais. C'est ce qu'on dit, hein. Mais la culture, elle est très différente. Si je compare à la France, qui est aujourd'hui aussi mon deuxième pays, parce que ça fait bientôt 18 ans que je suis arrivée en France. Majorité française. Moitié-moitié. Ça y est. Mais toujours colombienne. Ouais. Dans le cœur, dans tout. Tu vois, j'aurais dû, tu vois, quand j'ai eu la nationalité française, on m'aurait dit il faut perdre la nationalité colombienne pour devenir française. Je ne l'aurais jamais fait. J'aurais dit non. Ouais. Même si, tu vois, j'adore aussi la France. Et c'est un pays qui m'a donné énormément, qui m'a appris énormément. Mais c'est le pays de mon mari aussi, c'est le pays de ma fille. Donc, mes racines sont là aussi, tu vois, aujourd'hui. Mais c'est tellement différent. Alors, c'est marrant parce que quand je vais en Colombie, les gens, ils me disent, ma famille, mes amis, me disent, mais tu es trop française. Tu es colombienne. Et quand je suis ici, les gens me disent, tu es vraiment colombienne. En plus, avec l'accent. C'est ça. Donc, du coup, tu vois, je me dis, OK, bon, du coup, ça veut dire que je suis de nulle part. Ou de partout. Tu vois, donc ce qui est finalement très chouette. Et ça me convient. Ouais. Le brassage des cultures, c'est aussi très ça. Tu vois, je m'appelle Fouad Souak. Je suis né en France, mais jamais pour une petite minorité quand même. Pas pour la majorité. Je serais jamais totalement français, alors que rien chez moi ne transpire mon arabité. C'est ce que je dis souvent. C'est pas quelque chose que mes parents m'ont transmis. Ou quand ils ont voulu le faire, c'était trop tard. Et donc, je trouve en fait que l'identité passe aussi beaucoup par la langue. Et le fait d'acquérir une nouvelle langue, comme la langue française, même si tu arrives tard, au final, ça te confère cette identité et cette culture. Complètement. Quand je suis arrivée en France, j'avais fait quelques mois de français à l'Alliance française en Colombie, parce que c'est une obligation d'ailleurs, même pour avoir ton visa d'étudiante. Tu dois avoir des heures, je me souviens plus, 250 heures de français. Mais en fait, quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que en fait, je ne parlais pas français. Hein. C'était vraiment le basique du basique. Je suis perdue, c'est besoin d'aide, etc. Et c'est vrai ce que tu dis, quand on apprend la langue, qu'on commence à rêver en français, la langue que tu apprends, ta deuxième langue, oui, c'est là où tu te dis, en fait, ça y est, j'appartiens. Ouais. Et donc, pour répondre à ta question, si, c'est différent parce que la Colombie, c'est un peuple qui est très, malgré ce qu'on vient de parler, de la violence, toutes ces années difficiles qu'on a vécues, qui heureusement, on n'en a plus, et puis à un moment, c'est un pays qui est extrêmement optimiste. On a toujours le sourire. Ouais. Même si tu es vraiment dans la situation la plus difficile, il y a des gens qui sont vraiment dans une situation très difficile en Colombie. En fait, là, quand on parle ici de la pauvreté, c'est pas du tout la même pauvreté qu'en Amérique latine. Ouais. Et les gens, ils te reçoivent avec les sourires. Ils partagent ce qu'ils ont. Et ils te donnent. C'est impressionnant. En plus, comme je t'ai dit, j'ai eu la chance de vivre énormément dans la campagne. Et mon papa, en plus, c'était quelqu'un qui était fantastique parce qu'il n'a jamais fait la différence entre les classes sociales. Ça, je l'ai appris aussi de lui. Tu vois, on partageait vraiment avec tout type de personnes. Et cet détachement d'avoir des choses, du capitalisme, d'accumuler, tu vois, des choses matérielles, etc., n'est pas là. C'est vraiment l'illustration parfaite de l'expression « l'argent ne fait pas le bonheur ». Mais c'est exactement ça. Et tu vois, là, les gens, en plus, on est dans un pays où tu plantes une graine et ça pousse. Hein. C'est-à-dire que tu as faim, tu vas chercher la mangue qui est en train de pousser dans ton jardin. Ouais. Tu vois, donc ça veut dire que si tu n'as pas grand-chose matériellement, à partir du moment où tu peux manger, subvenir à tes besoins, en fait, tu as atteint ton objectif et
Tu sais ça, en fait, tu peux. Là où c'était difficile, c'était à la période où c'était avec la violence. Ouais. Parce que justement, beaucoup de ces personnes ont été complètement déplacées. Mm. Tu vois, c'était ce qu'on appelle, aujourd'hui on parle beaucoup d'immigrés climatiques. Ah oui. Mais ça, c'était des immigrés de la violence, des gens qui ont dû fuir la campagne pour aller dans les villes. Et en fait, ça, c'était difficile parce qu'effectivement, à la ville, si tu ne travailles pas, si tu n'as pas d'argent, tu ne manges pas. Ouais, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Donc, quand tu es dans ta campagne, dans ton petit terrain, mais tu fais pousser. Donc, ça, c'était hyper difficile à cette période-là. Mais si on sort de cette période de violence, effectivement, c'est un pays où c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Donc, tout ça pour dire que l'optimisme, les sourires, les bons vibes, comme on dit, j'adore ça de la Colombie et de l'Amérique latine. Pour moi, le plus gros choc culturel était lié à ça, quand je suis arrivée en France. Ouais. Et je ne suis pas là du tout pour critiquer les Français. Je répète, je les suis et ma famille l'est. Mais ces côtés râleurs, ces côtés pessimistes, c'est hyper dur pour moi. Ouais, voir les choses négativement, râler, faire la gueule. C'est ça, tu vois. Et moi, j'ai dit... Très et je l'ai parisien dit aussi. à chaque fois, j'ai dit, mais pourquoi vous râlez? En fait, et j'y profite, on est en train de parler en podcast, donc c'est parfait. C'est les messages que je passe tout le temps. J'ai dit, mais est-ce que vous ne vous rendez pas compte du pays que vous avez et les chances que vous avez? Il y a tout en France. En plus, c'est un pays où on est même mal, tu es mal économiquement parlant, tu es accompagné par l'État, etc., etc. Toi, si tu ne peux pas râler. Le système de santé, il est super. Tu as la CAF, etc. Tu as énormément de choses qui gravitent dans cet écosystème. Mais je pense qu'à mesure que les avantages sociaux progressent, que la qualité de vie progresse également, les gens s'attendent tout de même à un niveau minimal de satisfaction, de bonheur. Et s'il se passe quelque chose de pas correct, s'ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils ont envie et qui leur paraissent comme logique, alors ils vont faire la tête. Tu vois, ça veut dire qu'à chaque fois, on augmente le niveau de qualité de vie, mais à chaque fois, on a envie d'avoir encore davantage. Et parce qu'on n'a pas davantage, probablement que ça nous plaît pas. Donc, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. C'est ça, parce qu'on en a tellement. Ouais. C'est ça, en fait. Quand tu en as beaucoup et quand tu as beaucoup cumulé, c'est que tu veux toujours plus. Ça, Moi, c'est la différence entre les deux cultures. Moi, j'aime beaucoup cette partie de la culture colombienne. Et c'est un truc qui me drive. Et j'aimerais justement te demander ce qui te guide au quotidien. Mais moi, je pense que si j'avais une règle que j'essaie de suivre, et c'est difficile de la suivre tout le temps, mais c'est ne jamais se faire voler son humeur par quelqu'un. Jamais, 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 jamais. Ça, c'est le truc que j'essaye. C'est difficile de le mettre en pratique parce que parfois, on a des mauvaises nouvelles, etc. On ne contrôle pas tout. Et puis, la seconde chose, c'est de rendre chaque jour utile. Si je finis ma journée et je me rends compte que j'ai rien fait de bien ou rien fait d'utile, ça me contrarie. Ça, pour le coup. Et toi, qu'est-ce qui, au quotidien, te drive et qu'est-ce qui dirige un peu ta vie quotidienne? Dans ça, il y a plusieurs réponses. Mais je dirais, pour garder déjà ma bonne humeur et mon sourire, c'est vrai que j'ai souri tout le temps, en fait. Mais parfois, je pense que c'est trop. Tu vois, c'est génial parce que là, on ne voit pas avec le podcast. Il n'y a pas de vidéo. On ne voit pas que tu souris, mais ça s'entend. Et du coup, mais ça, comment j'arrive à garder ça? C'est facile parce que j'ai une belle vie, en fait. Tu vois, j'ai beaucoup de gratitude. Tu le formalises, ça, un peu? Tout le temps. Tout le temps. Et c'est quelque chose que j'apprends aussi à ma fille. Il faut dire gracias, tu vois. Ouais. Chaque jour, parce qu'on a de la chance. Vraiment. Quand tu vois tout ce qui se passe. Il suffit de voir l'actualité aujourd'hui. C'est ça. Que ce soit social, environnemental, ce que tu veux. Vraiment, il faut être dans une gratitude, mais profonde. Et ça, je le fais, mais vraiment tous les jours. Et c'est même un petit moment qu'on a avec ma fille le soir. On dit merci. Merci la vie. Merci la vie, merci la mer, merci, tu vois, parce que comme je te disais, je suis passionnée par l'océan. Ma fille, elle s'appelle Océan. Tu vois? Ouais. Et donc, elle aussi, elle est passionnée. Du coup, voilà, on a nos petits rituels.
Des remerciements, notamment à la nature, à la vie. Bon. Vous faites comment? C'est un secret? Ouais, c'est un peu... oui, Ouais. c'est des moments... c'est à Intime. toutes les deux. Ouais, d'accord. Ça vous appartient. Ça nous appartient, exactement. Mais mon mari, c'est pas ce qu'on raconte les Ouais. soirs. Après l'histoire, on est Mhm. toujours en histoire. Et après, si c'est avec son papa ou avec moi. Et après, je viens et on fait notre petit rituel. D'accord. Mais voilà, donc tout ça, que c'est effectivement... Juste le fait de savoir que voilà, je suis en vie, que ma famille est bien, qu'on est en bonne santé, etc. Pour moi, c'est déjà des raisons pour être heureuse, quoi. Donc, je suis heureuse. C'est si simple que ça. Et après, au-delà de ça, comment j'ai fait? Certes, c'est pas facile mon quotidien parce que, comme tu disais à l'introduction, ma mission de vie, elle a été très claire depuis des années. Moi, je savais que je devais être à l'intérieur des entreprises pour faire un peu ce qu'on appelle un corporate activist. C'est pour ça que je ne considère même pas un employeur. Je me considère vraiment un activiste en interne. Infiltré. Et c'est ça, exactement ça. C'est la nana qui dérange. Ouais. Et en fait, mais c'est hyper difficile. Les quotidiens ne sont pas évidents parce que ça, justement, ça prend énormément d'énergie sur soi. Surtout sur des groupes très gros, donc très politisés. Complètement. Les gens qui font des vagues, on n'aime pas ça. Voilà. Exactement. Et tu fais comment? Du yoga pour essayer Et du coup, voilà. Donc, j'ai besoin de garder mon énergie. Et ce que je te disais en off avant qu'on commence le podcast, c'est que j'ai fait beaucoup de sport. Toujours été un sportif. Pour moi, c'est essentiel. Je ne fais pas de sport, je ne suis pas bien. C'est ton équilibre de vie. C'est exactement ça. Et donc, j'ai besoin de me défouler. Donc, je fais du basket. J'ai commencé à faire du basket quand j'avais 6 ans. Donc, aussi grâce à mon papa, qui était basketteur. Et comme après, moi. Et comme toi, voilà. Donc, moi, j'ai commencé le basket parce que j'avais fait une année de foot. Et quand je rentrais, j'étais trop sale. Ma mère, elle en avait marre. Elle dit, tu vas faire un sport dans une salle. J'adore. Du coup, j'ai fait 10 ans de basket. J'adore. C'est vrai en tout cas, oui, on est sale, mais ça ne se voit pas. Ça se voit moins. Aussi, mais ça se voit moins. Voilà. J'ai fait du basket toute ma vie en Colombie. Toute ma vie. C'était mon driver principal. Je vivais pour ça. Et quand je suis arrivée en France, c'était difficile de continuer parce que les clubs ici, c'est un système complètement différent. Et du coup, voilà, je l'ai pris aussi comme une opportunité pour faire du sport que je n'avais pas forcément le temps de faire, mais Pourquoi qui tu m'est dis que c'est passionné. un système différent? Non, parce que après, c'est qu'en Colombie, j'étais vraiment à Bogota, donc c'était facile. Ah ouais. Ici, si tu appartiens à un club, il faut que tu sois vraiment dans la ville. Les déplacements, c'est difficile. Et voilà, quand tu rentres dans une vie professionnelle, tu te déplaces. Ça colle pas. C'est plus ta priorité. C'est plus... voilà. Parce que tu disais que tu faisais ça à haut niveau. Oui, à haut niveau. Mais tu n'étais pas professionnel, donc c'est pas ce qui alimentait financièrement et matériellement ta vie. Voilà, exactement. Donc, du coup, j'ai lâché les baskets. Bon, je les lâché oui et non, parce que j'ai continué à jouer un peu avec ma fille, mais ça, c'est plus... Ouais. Du coup, je me suis mis à fond au vélo. J'adore les vélos. Ouais. Donc, déjà, j'ai jamais eu de voiture. Donc, mon vélo, c'est ma voiture. Ouais. Je fais tout à vélo ou à pied. Mais j'ai fait du vélo, effectivement, vélo de route, gravel. Voilà, j'essaye de faire des vélos, tout ce que je peux. Et effectivement, et je m'évade avec ça. Et si je ne peux pas, parce que les vélos, effectivement, c'est en planification, il faut partir, c'est du temps, etc. Je nage beaucoup. Comme je te disais, j'adore l'océan. Je suis passionnée par l'océan. Ouais. Et je suis un poisson. J'adore l'eau. En fait, je vois l'eau, j'y vais. Tu t'es déjà baigné en Bretagne je me baigne dans l'eau froide, je me baigne dans l'eau, peu importe, j'y vais. Et en fait, ça revient à mon deuxième point de déconnexion, tu dis de recharge d'énergie, c'est la nature, clairement. J'adore marcher dans la montagne. Mon mari, c'est un vrai montagnard, donc on passe beaucoup de temps dans la montagne. Mais je dirais que vraiment mon centre absolu d'énergie, c'est l'océan. C'est l'endroit où, si j'y vais pas au moins une fois tous les 2 mois, je suis pas bien. D'accord. Et tu vas où? Parce que je trahis pas de secret en disant que tu vis à Lyon. Alors, je ne suis plus à Lyon. Ah ouais? Oui. J'ai quitté Lyon il y a 2 mois. Ouais. La ville lumière pour aller à? Pour aller dans la ville de la bière.
Non, en fait, on s'est fait une petite parenthèse d'expatriation. On fait une année, pour l'instant, une année à Dublin. On est en D'accord. Irlande. Ouais, ah, tu t'es rapproché de la mer. Elle est froide. Hein. Elle est très froide, mais j'ai plus ou moins, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté aussi, c'est parce que j'ai vraiment les pieds dans l'eau. Et ça, pour moi, je me lève, je vois la mer. Tu vois, j'ai fait beaucoup de walking meetings. J'adore ça. Et en fait, je l'ai fait au bord de l'eau. Tu fais combien de pas par jour, toi? J'ai fait beaucoup. Sur des réunions. J'ai fait beaucoup de pas par jour. Et ton sport, tu le fais à quelle fréquence? Parce que moi, j'arrive vraiment, enfin, je vais faire une petite aparté, mais le soir, j'arrive, je suis crevé, j'ai pas envie d'aller au sport. Pourtant, j'ai toujours été alimenté par le sport. Avant, je ne pouvais pas ne pas faire de sport. Et maintenant, c'est devenu presque une souffrance. Et il faut que j'arrive à changer ça. Parce que pour que tu les fasses, justement, il faut que tu aies une fréquence. Parce que si tu n'as pas sa J'ai une fréquence, routine. c'est difficile d'y retourner. Une fois que tu as la fréquence, c'est ton cœur qui te dit, mais vas-y. Ouais. Moi, j'ai fait vraiment du sport entre 3 et 4 fois par semaine. Voilà. Donc, vélo, marche, piscine. Voilà, tout ce qui est possible. Et si je peux pas, au moins je marche. C'est dit, donc je fais des walking meetings. Il me faut au moins un walking meeting dans la journée. Même quand je suis au bureau. Je prends les gens avec qui j'ai des réunions et on va marcher autour. Ouais. Et si je suis à la maison, mais je mets juste mes écouteurs, je me connecte à la réunion si j'ai pas besoin de mon écran, bien sûr, et je marche. Et tu marches. Et c'est génial. Franchement, si les gens ne le font pas, pareil, une invitation, petit moment promotionnel. Je trouve que d'un point de vue testé, éprouvé, d'un point de vue réflexion et arriver à poser des sujets, quand tu es coincé sur une question, une problématique ou autre, réfléchissant en marchant, c'est juste magnifique. Incroyable. Tout débloque. Il y a des choses qui se débloquent dans ton cerveau. Et j'adore. Et du coup, quand je fais des brainstorming avec mon équipe ou autre, ben, j'ai pas marché. Et ça envoie. Ouais. Il y a des études qui ont prouvé que faire des réunions en marchant, ça génère beaucoup plus de stimulation intellectuelle et cérébrale. Et des hormones justement du bonheur. Et tu vois, il y a une époque où je courais pas mal. Je pouvais courir entre 15 et 20 km par sortie 3 fois par semaine. Donc, je le faisais. Très bien. Ouais, et je le faisais. Et donc, j'ai été plume d'un responsable politique, un député européen et président de département. Donc, il faut quand même faire fonctionner un peu la matière grise. Et le nombre de discours hypothétiques que je t'ai écrits dans ma tête quand je courais, c'est phénoménal. Et à chaque fois que je cours, je vais prendre un dictaphone. Comme ça, je vais réfléchir et en même temps, je vais enregistrer mes idées. Je n'ai jamais fait. Parce qu'en fait, j'aurais été essoufflé à chaque fois de raconter ce que j'ai dit. Mais c'est un secret qu'il faut donner à tout le monde. Complètement. Et tu vois, et du coup, à chaque fois que je vais dans les équipes, et là, typiquement, quand j'ai changé de job et tout, je l'ai dit. Déjà, je l'ai dit pour que les gens comprennent, parce que parfois, ça peut te choquer, que tu ne sois pas connecté devant la caméra, etc., assis, c'est rigolo, mais ça choque les gens. Ouais. Ça peut choquer les gens. Donc, je l'explique. Dès le début, j'ai dit, ma manière de fonctionner, c'est comme ça. Et soyez même pas surpris que parfois, au milieu de la journée, je m'échappe, parce que parfois, j'en ai besoin. En fait, ça ne sert à rien de rester assis devant ton ordi à faire des réunions si ton cerveau ne fonctionne plus parce que tu n'es pas bien, physiquement et émotionnellement. Donc, moi, je me permets ces espaces et je les permets aussi à mes équipes. Tu vois, je leur dis, n'hésitez surtout pas à me dire, oh là, j'ai besoin de faire une coupure d'1 heure, je vais me balader. Allez-y, mais il n'y a absolument aucun souci. Donc voilà, il faut juste poser les sujets, il faut donner cette liberté, il faut s'expliquer le pourquoi et inviter les gens à tester. On invite les gens à tester ça. Bah oui. Moi, c'est approuvé, toi aussi. Oui. Ça fait combien de personnes sous ta responsabilité à Kellogg's? On en parlera un peu plus tard de ton métier, etc. Mais vu que tu en parles, ça fait combien de personnes? C'est une toute petite équipe. Ouais. Il y a 4 personnes dans mon équipe. D'accord. Avec des liens directs ou indirects. Voilà. Donc, c'est une toute petite équipe. Après, n'oublie pas que la beauté, parce que pour moi, c'est une beauté quand tu es directrice RSE, Sustainability, Impact, peu importe les mots, c'est que ton plus grande équipe, c'est l'entreprise.
Ouais. Parce que tu fais du management transversal. Ouais. Et ça, c'est le plus important. C'est hyper difficile de faire entrer aussi dans les mœurs d'une organisation qui peut être extrêmement hiérarchisée que le management traverse l'ensemble de l'entreprise et sur des questions qui sont souvent éloignées des sujets sur lesquels d'autres personnes travaillent. Je ne sais pas, sur des questions opérationnelles, juridiques. Et toi, tu arrives avec la capacité de révolutionner, de transformer la manière dont le management même est opéré au sein de l'entreprise. C'est quelque chose qui est emporté par ta vision et ta manière de faire, donc une forme de leadership, ou c'est des choses quand même qui sont un peu plus organisées, un peu plus formalisées, et où les gens savent au final que quand tu arrives sur une mission, ils doivent répondre présent. Je pense que c'est un mélange des deux. Certes, j'ai une manière une façon de management peut-être un peu atypique. Ça vient clairement de ma vie de basketteuse. Parce que quand tu fais du basket et qu'en plus tu es capitaine d'équipe, etc., tu es vraiment t'es toujours dans les collectifs. Toujours. Toujours. Et c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Et c'est pas juste ton équipe directe, c'est aussi comment tu travailles avec les autres personnes, avec l'entraîneur, avec les autres équipes aussi, tu vois, même si tu es dans la compétition, mais pas tout le temps. Donc effectivement, quand tu as assez vécu, tu arrives avec une manière de manager différente, que je trouve qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus présente dans les entreprises. C'est moins vertical. Ouais. Après, la nouvelle entreprise dans laquelle je suis, donc Kellogg's, qui s'appelle maintenant Kellanova d'ailleurs, depuis 2 mois. Ah oui. Ouais. Ok. Elle est beaucoup moins pyramidale qu'une entreprise comme Danone. Et donc, cette manière de faire à moi, c'est pour ça que je disais que la réponse, elle est en deux, qu'elle colle avec le type d'organisation dans laquelle je suis. Et donc, cette manière du management transversal et cette proximité aux équipes, proximité avec des gens à tous les niveaux, est là. Ça veut dire que ta manière de faire correspond à la culture d'entreprise. Complètement. C'est étonnant pour une entreprise américaine. Oui, je pense. Mais après, c'est l'Europe. Ouais. Donc, et l'Europe est quand même très forte dans l'ensemble de l'entreprise. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont européens dans l'organisation. Donc, je pense que c'est comme ça que jusqu'au top management. mis en place, quoi. D'accord. Ouais. Tu as parlé d'un truc très, 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 très intéressant et qui est aussi l'objet de ce podcast. Tu as évoqué les différentes manières de parler de l'impact. Parce que j'ai fait exprès tout à l'heure de te présenter à travers les termes anglais de Sustainability Director ou Head of. Bon, qu'est-ce que la sustainabilité en français et comment aujourd'hui tu traduis toi ta vision autour de ces problématiques ou autour de la manière d'exprimer l'impact, la RSE, la durabilité, etc., etc. Quel est le vocabulaire autour de tout ça déjà? Alors déjà, on ne va pas résoudre cette question parce que c'est très complexe. Chacun a son avis. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est justement dans ce monde de la RSE, sustainability, etc. On passe un temps de dingue à se dire comment est-ce qu'on doit appeler ci et ça. On invente des nouveaux mots. Toi, maintenant, on est dans la période de la régénération. Ouais. On en parle beaucoup. Mais qu'est-ce que tu mets derrière chacun de ces mots pour faire quoi? Toi, moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats. À la limite, les mots que j'utilise... c'est secondaire. C'est absolument secondaire. Sauf que tu as un discours pour mener tes actions. Bien sûr, j'ai un discours. Mais tu vois, typiquement, en venant de Danone, en étant aujourd'hui chez Kellanova, c'est que dans chaque entreprise, tu as des mots, tu as une manière de raconter cette histoire d'impact social et environnemental. Je te donne un exemple. Typiquement, chez Danone, on avait passé je pense que tu as entendu parler des doubles projets économiques et sociaux, parce que c'est la base, c'est l'ADN de Danone, qui bien sûr est toujours là, mais on l'appelait de plusieurs manières. Ouais. Voilà. Donc les manifestos, le double projet,
et etc., etc. Et parce qu'aujourd'hui, ça s'appelle les double impact, double impact. Moi, je pense que c'est ça maintenant. Donc, et chez Kellanova, c'est pareil. C'est-à-dire que les sujets de sustainability s'appellent les Better Days Promise. D'accord. Donc, c'est la promesse des meilleurs jours, des jours meilleurs. Et je trouve que ce type de mots s'adaptent parfaitement parce que tu racontes une histoire qui est unique à l'entreprise. Et tu sors finalement de ces mots de sustainability, ESG, parce que tu traduis la vision de l'entreprise. Exactement. Et donc, ça appartient et tu les relis finalement au cœur et à l'ADN de l'entreprise. Ouais. Donc, ça, pour moi, est hyper puissant. Donc, quand je suis arrivée chez Kellanova, justement, les gens parlaient de ESG. Donc économique, sociétale et responsabilité, et gouvernance. Oui. Ouais, et du coup, je disais, mais pourquoi on parle de ESG? Déjà, c'est un terme qui est très lié à la partie plus business et finance, investissement, etc. Et j'ai dit, pourquoi on ne parlait pas de Better Days Promise? Tu vois, essayons d'aller chercher des mots pour quelque chose qui est très clair chez nous et qui, en plus, j'adore. Le Better Days Promise, je trouve très puissant. Ouais, c'est très évocateur aussi pour les consommateurs. Complètement. Et donc, du coup, voilà. Donc, moi, depuis les débuts, je arrêtais de parler. En fait, je n'ai jamais parlé ESG. Je dis tout le temps, mais OK, notre stratégie, notre trajectoire, notre Better Days Promise, etc., etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la manière pour répondre à ta question dans laquelle j'ai traduit. J'essaie justement de m'emparer, de vraiment prendre de corps ces mots qui sont déjà utilisés en interne pour traduire ces trajectoires. Et j'essaye de m'écarter un peu de ce qui est à l'extérieur parce que oui, j'ai du mal aujourd'hui, entre tous ces mots, à me dire quels sont les bons mots. Et moi aussi, j'ai quelque chose avec lequel j'ai du mal. Et c'est assez paradoxal parce que je suis à la fois gêné et heureux. Gêné parce qu'on voit de nombreuses entreprises qui opèrent des transformations importantes en promettant, en développant et en déployant des stratégies RSE. Et ils appellent ça des stratégies RSE. Comme si en réalité, ça a toujours fait partie d'eux. Alors qu'on voit très bien qu'il y a tout de même une opportunité business parce que de toute façon, il faut passer le cap de cette responsabilité sociale d'entreprise. On n'a plus le choix. Et c'est vrai que depuis maintenant quelques années, on se rend bien compte que c'est reculer pour mieux sauter. Mais moi, ça m'embête de voir toutes ces entreprises qui ont souvent fait de la merde se racheter une forme de virginité. Néanmoins, évidemment, on est très content que les entreprises tentent de lancer leur stratégie de transformation et tentent de se dire que la variable d'ajustement de leur business, c'est pas que le profit, que l'économie. Mais que c'est aussi évidemment le capital humain, le capital social, environnemental, etc. C'est quoi ta vision à propos de tout ça, toi qui baignes dans ces sujets depuis toujours? Ouais, depuis toujours, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Tu vois, en fait, c'est un peu un lien avec ta question précédente. Je pense que ce qu'on doit chercher aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir l'impact. Donc, on revient sur les mots impact. C'est un mot très neuf, ça, impact aussi. Est-ce que c'est neuf? Je sais pas. Moi, je pense que pendant longtemps, et c'est pour ça que d'ailleurs le podcast existe, c'est de dire très précisément que ça n'est pas neuf. Que la manière dont de très nombreuses entreprises, entrepreneurs et organisations ont tenté de faire les choses pour changer les choses positivement, en ayant justement le meilleur impact. Il y a un mouvement qui se formalise autour de ça. Et il faut que les entreprises soient à impact ou aient une mission. Donc, on a probablement aidé d'autres entreprises à mieux formaliser ce qu'ils veulent faire, au-delà du produit ou des services qu'ils vendent. Le fait de formaliser est nouveau. Le fait de faire ne l'est probablement pas. Là, je suis d'accord. Je pense que c'est ça qui a changé, ou ce qui est en train de changer, parce qu'il n'a pas complètement changé, même on est un peu loin encore. C'est qu'il y a eu une prise de conscience. Je pense que beaucoup d'entreprises le faisaient déjà, comme tu l'as bien dit, sauf qu'ils ne le faisaient pas de manière peut-être organisée, de manière à démontrer aussi ces résultats / impact négatif ou positif d'ailleurs, mais aussi parce que, ou peut-être ils ne le faisaient pas assez, ou dans un sens qui n'était peut-être pas les bons. Aujourd'hui, on est
très clair. Je pense que la personne aujourd'hui qui dit non, mais je ne sais pas où on en est, quelle est la situation actuelle, je pense qu'il vit dans une île perdue, mais il est nulle part et qu'il ne se rend pas compte. Et encore, je pense que même dans l'île, il peut voir les effets du climat. Oui, il n'y a plus d'île. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, en fait, on sait. Là, la différence, c'est est-ce qu'on a envie d'agir? Pour moi, on n'a plus les choix, clairement. Et en tant qu'entreprise, parce que là, c'est les mondes que je connais, on n'a vraiment pas les choix. Et en plus, on fait partie du problème, parce que c'est aussi en grande partie à cause de nous, ce qu'on vit. Mais en même temps, on fait partie de la solution. Donc, si on ne bouge pas, ça ne va pas changer. Tu vois? Ben oui, je vois bien. Et moi, ça me fait penser à... Tu es quand même aux premières loges. On voit que les choses changent à l'extérieur, à cause de nous. On voit qu'il y a des opérateurs, et tu étais bien placé parce que tu as mené les transformations de Danone sur ces questions-là. À travers Bledina, tu pourras nous raconter un peu dans les détails. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as assisté à l'éviction d'Emmanuel Faber et que, à ce moment-là, tout le monde a commencé à s'interroger, est-ce que finalement ce projet est possible? Est-ce que ces notions de développement économique et social et environnemental, ça va ensemble? Est-ce que tu as pris ça un peu aussi comme un échec? Comment tu as vécu ce moment-là? Oui, donc du coup, ça va être très subjectif. Ouais. Parce que je n'ai pas envie de parler de tout ce qui s'est passé au sein des Danone, etc. Parce que je pense qu'il y a eu tout type de réactions. Mais moi, personnellement, sur les coups, j'étais choquée. Parce que clairement, lui, il portait bien ces doubles projets, justement, des Danone. Après, ce que je trouve incroyable, et ça va revenir sur Bicorp, on en parlera, c'est que les changements ou la trajectoire d'une entreprise ne doit pas, surtout pas, dépendre d'une personne. Et en fait, moi, ce que j'ai très vite, sur les coups, j'ai dit « Oh, mais mince, c'est quoi ces signaux qu'on est en train d'envoyer ?» Mais après, je me suis dit « En fait, c'est pas grave, parce qu'il faut pas que ça dépende de lui. Ça dépend d'une organisation. Et cette organisation, elle est faite pour qu'on continue dans les schémas dans lesquels on était déjà. Et ce qui est le cas. Je ne suis pas en train de dire que Danone est parfait. Hein. Et je le disais aussi quand j'étais à l'intérieur de Danone. Hein. Ça, je pense que tout le monde est au courant de ça. Mais c'est quand même une entreprise qui a une belle trajectoire. Et d'un point de vue sustainabilité, c'est une entreprise qui est quand même à la pointe, qui a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je suis bien d'accord aussi. Mais qui a été quand même pionnier dans pas mal de choses. C'est quoi les plus belles progressions, les plus belles réussites auxquelles on a assisté à Danone sur ces questions-là? Moi, je pense que Danone est vraiment à la pointe sur les sujets de l'agriculture, clairement. Et tu sais, l'amont agricole pour Danone me représente... en fait, sans amont agricole, Danone n'existerait pas, ce qui est le même cas que la Nova. Quand tu es dans une entreprise FMCG, c'est la base de tout. Et en fait, l'empreinte carbone, typiquement, elle est extrêmement importante. On se parle entre 70 et 80% de l'empreinte carbone totale, c'est les scope 3. Et les scope 3, tu sais, ça représente... Dans les scope 3, tu as l'agriculture qui pèse entre 60 et 80% aussi. Donc, en fait, l'agriculture, c'est la base de tes produits, c'est la base de ton business, mais aussi c'est la base de ton impact. Quand on parle de climat, il est là, clairement. Et en fait, quand tu regardes ça, tu te dis, mais il faut que j'agisse par rapport à ça. Donc, Danone a beaucoup et continue. C'est vraiment un sujet très important avec le lancement de l'agriculture régénératrice. Et c'était parmi les premières, d'ailleurs, à parler de l'agriculture régénératrice. Je ne dis pas que c'est inventé par Danone parce que ça existait déjà aux États-Unis. Mais ce que je veux dire, que ça a lancé une espèce de mouvement pour mieux mettre en place ce qu'on appelle l'agriculture régénératrice et la manière dans laquelle Danone l'a fait. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup parce que ce n'est pas juste une notion environnementale, d'un sol en meilleure santé, une biodiversité qui fleurit, etc. Mais c'est aussi l'agriculteur lui-même, c'est la partie sociétale, comment il vit mieux, il est bien payé, comment on fait en sorte que les générations futures s'intéressent à l'agriculture aussi. Tu vois, donc on revient au basique finalement. Mais on avait tendance à les oublier. Ça revient sur la table, et même aujourd'hui, moi j'ai envie de te dire,
on est loin de tout ce qu'on doit faire dans ces domaines de l'agriculture. Oui, on est loin parce que Danone n'est pas le seul acteur. Mais non. On voit les problématiques sur l'agriculture, sur les modèles, sur lutter pour réamorcer un peu plus de biodiversité, pour améliorer aussi la qualité de l'eau. Accompagner aussi les agriculteurs à limiter leurs investissements ou rentabiliser leurs investissements. Et on le voit aujourd'hui sur le sujet du glyphosate qui revient. Mais si Danone est tout seul, il a un impact. Il n'a pas l'impact suffisant pour que l'ensemble du modèle change. Donc, j'imagine bien qu'ensuite, il est proactif auprès du système, donc des industriels, des gouvernements, de l'Union européenne, des Nations unies, pour essayer d'embarquer l'ensemble de ces parties prenantes autour de la résolution de ces problèmes-là. Comment ça se traduit? Complètement, tu vois. Et je te prends un exemple hyper concret, parce que j'aime bien les choses concrètes. Je ne sais pas si tu connais Site Platform. Non. C'est une plateforme sur l'agriculture. Tu vois, c'est Sustainable Agriculture Initiative. D'accord. Et c'est une plateforme mondiale, très forte en Europe, qui rejoint, en fait, à laquelle appartient des entreprises, tu vois, des foods and beverage, qui justement sont là pour, d'une manière collective, poser des solutions aux problématiques actuelles. Et là, il y a ça date d'il y a 2 mois ou 1 mois, donc c'est hyper récent, toutes ces collectives, impulsées par Danone, par Unilever, même Kellanova fait partie aussi, s'est dit, mais en fait, quelle est la notion de l'agriculture régénératrice? Qu'est-ce qu'on met dedans? Quel est ce framework dans lequel on veut travailler en tant qu'entreprise? Et comment on les fait de manière collective? Et on y va main dans la main. Je trouve ça hyper fort. Je crois fortement dans la notion, on en a parlé, du collectif. Et même quand je parle du collectif, c'est aussi travailler avec ses compétiteurs. Oui, absolument. Tu vois, en fait, on passe de la compétition à la collaboration. Et c'est une des choses que d'ailleurs j'adore du mouvement Bicorp. Parce que le mouvement Bicorp, il met des entreprises qui sont parfois effectivement des concurrents à travailler ensemble, à se parler. Et je pense, mais fortement, que c'est une des manières dans laquelle on va vraiment arriver à faire face aux défis qu'on a aujourd'hui. Ouais. Alors, on va revenir là-dessus, mais j'aimerais juste qu'on s'attarde un tout petit peu sur les éléments que tu as cités juste avant. Et j'ai une question, c'est si les industriels du secteur se mettent ensemble et travaillent ensemble, et c'est une réalité, si les gouvernements favorisent les initiatives, où sont les résistances ? Pourquoi aujourd'hui on ne voit pas encore les changements significatifs sur le bien-être des agriculteurs, sur l'amélioration des terres agricoles, sur l'amélioration d'ailleurs de la santé et de l'alimentation des consommateurs? Où se situent ces résistances? C'est parce qu'on ne les fait pas assez. Là, j'ai cité un exemple, mais c'est un exemple qui pèse pas beaucoup dans l'ensemble de tout ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette notion de compétition qui est hyper forte. Et on a du mal à travailler avec les compétiteurs. Mais clairement, il faut se le dire. Donc, est-ce qu'on reste sur la problématique on a un modèle qu'on va désigner de capitalistique et qui ne correspond plus du tout à ce dont on a besoin aujourd'hui, et peut-être d'ailleurs ne correspondait pas à ce dont on avait besoin avant, parce qu'on voit le résultat. Et c'est toujours le modèle prédominant. Mais bien sûr. Et j'entends toujours, tous les jours, des gens qui disent « Moi, je ne me mettrai jamais dans certaines discussions avec mes compétiteurs. Ouais. » Parce qu'on a tous les mêmes objectifs, c'est d'avoir des parts de marché. Donc, moi, je trouve que ces systèmes, certes, alors, et là, je reviens clairement, concrètement sur Bicorp. Quand on parle du mouvement Bicorp, parce que c'est un mouvement, on parlera de ça après, parce que je suppose que tu as des questions par rapport à ça. Bien sûr. Mais on dit qu'on passe, en fait, la vision de ces mouvements, c'est-à-dire que l'économie telle qu'on les connaît, donc l'économie du XXe siècle, qui est une économie d'extraction, une économie de shareholding, donc on fait tout pour faire du profit,
mais qui est pour les actionnaires et qui est complètement exclusif, ne doit plus avoir lieu. Ouais. Et on parle d'une économie justement de demain qui pour moi doit être aujourd'hui, qui est du stakeholder. C'est-à-dire que c'est l'économie du partage. C'est-à-dire que la valeur qu'on crée au sein de l'entreprise, elle doit être partagée avec les actionnaires, bien sûr, mais avec l'ensemble de ses parties prenantes, y compris les agriculteurs. Ouais. D'ailleurs, même dans un niveau très important. Donc tu vois, ces shifts n'est toujours pas là. Ouais. Il y a des entreprises qui l'ont déjà fait, hein, bien sûr. Mais pour moi, ça doit être un shift systémique. Et on a vraiment du mal. Donc, on parle vraiment de la gouvernance de l'entreprise, en fait. Parce que c'est comme une idée politique. Avoir des personnes convaincues et concernées qui, avec le mouvement ou pas, auraient probablement mis en place ce type d'organisation, de partage de la valeur. Alors, c'est vrai que mouvement Bicorp, et tu vas nous expliquer quand même tout ça, on va rentrer un peu dans les détails. Voilà, c'est pas les gens les plus capitalistes, c'est pas les personnes qui ont envie de profiter du système, de s'en mettre plein les poches. Aujourd'hui, si on doit s'attaquer à ces problèmes, si on veut que ça bénéficie au bien commun, il faut probablement forcer. On ne doit plus être dans l'incitation. Toutes les entreprises qui font du mal à la planète, qui font du mal aux prestataires, à l'ensemble des parties prenantes, juste pour leur intérêt perso, ces gens-là, il faut les obliger à adopter un autre principe de gouvernance et de poursuite du profit, mais du développement éco. Absolument. Absolument. Et c'est pour ça que, tu vois, quand tu me disais l'Europe versus les États-Unis, dans un moment donné qu'on parlait de Kellanova, c'est l'Europe est à la pointe aujourd'hui avec la législation européenne. Ouais, très strict. La législation européenne est en train justement de faire ces shifts. Quand tu parles de Benefit Corporation, là, tu attaques clairement les cœurs de la gouvernance de l'entreprise. Mais pareil, tu as la législation, tu as des choses qui bougent, mais il faut que dans un moment donné, et je suis complètement d'accord avec toi, il faut que ça vienne imposer des choses. Tu vois, c'est ce qui va se passer avec CSRD, par exemple. Ça va venir imposer les entreprises à faire du reporting, à démontrer justement leur impact. On revient. Et c'est très bien. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête là. On doit aller beaucoup plus loin. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a d'un côté la volonté de l'entreprise de faire des choses, de bouger et de se questionner pour faire autrement. Et ça, il faut que ça arrive. Et c'est pour ça qu'il faut des gens à l'intérieur qui soient militantes et qui apportent des nouvelles idées et des nouvelles manières de faire et qui soient vraiment très éveillés par rapport à ce qui se passe et qui éveillent les consciences, sans se faire virer, tout à fait, ou finir dans un burn-out absolu. Et de l'autre côté, c'est des choses qui sont pas de la volonté, mais qui sont imposées. Ouais. Et c'est pour ça que les liens entre l'entreprise et les gouvernements est extrêmement important. Et le rôle des gouvernements est extrêmement important. Toujours doté de beaucoup de bonne volonté, mais après, on se rappelle au principe de réalité. Ils aiment beaucoup utiliser ce mot-là. Principe de réalité pour soit pas changer, ou soit pour retarder le changement, retarder ou le ralentir. J'ai 2 questions à te poser. On en est là, à Bicorp. Tu vas nous présenter le mouvement. Et j'aimerais en fait que tu me présentes le mouvement en parlant d'un concept qui est celui probablement que tu n'as pas voulu utiliser, mais qui doit être un peu là au fond de ta tête, et c'est de la radicalité. Qu'est-ce que le mouvement Bicorp et est-ce qu'on a besoin de radicalité pour avancer? La réponse est oui. Hein. La réponse est oui. Donc, le mouvement Bicorp. Alors, le mouvement Bicorp, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis il y a déjà certaines années. C'est un mouvement qui rejoint aujourd'hui plus de... Je pense qu'on est à 7600 entreprises certifiées dans le monde entier. Donc, dans plus de 75 pays. Et en France, on est à 360 entreprises certifiées. D'accord. Donc, ça change tous les jours. Hein. Tous les jours, il y en a de nouvelles. Heureusement. Ouais, ça progresse. Ça progresse. Et donc, c'est un mouvement qui est porté par, je dirais,
3 choses. La première, c'est ce qu'on appelle les B-Impact Assessment, que c'est un outil qui permet justement de mesurer l'état de l'entreprise d'un point de vue sociétal et environnemental. D'accord. Donc, c'est une espèce de grille d'évaluation, on va faire de manière très concrète, qui regarde l'ensemble de l'entreprise, je dirais de l'opérationnel de l'entreprise. Donc, il va vraiment de l'amont jusqu'à l'aval et regarde absolument tout. Donc, on passe par la partie qu'est-ce qu'on fait avec nos agriculteurs, du moment si c'est une entreprise d'alimentaire, qui passe par toute sa partie des productions, donc les usines, etc., par qu'est-ce qu'on fait avec nos consommateurs, avec nos clients, qu'est-ce qu'on fait avec nos salariés. Ouais. Voilà, donc c'est complètement holistique. Et moi, aujourd'hui, j'ai une conviction profonde et qui porte aussi les mouvements, c'est qu'aujourd'hui, je ne connais pas une grille d'évaluation qui soit si complète dans les mondes de l'évaluation de l'impact. Je ne connais pas. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il est énormément utilisé. Parce qu'on sait, chaque fois qu'une entreprise crée un profil, on le sait. Et donc, on traque ça. Je ne me souviens plus les chiffres, mais si je te dis qu'il y a plus de 7000 entreprises certifiées, je pense que c'est plus de 100 000 entreprises qui utilisent les BIA. Et la moyenne, mais la moyenne des points de toutes les entreprises qui utilisent les BIA, c'est 50 points. Ah ouais. Donc, ça montre aussi, tu vois, à quel point il y a un écart. Ouais. Et en fait, donc ça, c'est un point. Deuxième point, donc, c'est la certification. Donc, tu peux devenir certifié B Corp avec, si tu passes l'audit et que tu atteins plus de 80 points. Et après, c'est aussi la notion de transparence. Parce qu'en fait, quand tu acceptes aussi d'aller vers la certification, il y a une notion de transparence que je trouve très intéressante dans les mouvements. Parce qu'en fait, tu dois faire preuve, tu vois, de ton impact, tu dois faire preuve de tes actions positives, sociétales ou environnementales. Tu es affiché, en fait, dans les sites des B Corp. Tu existes, tu sais combien de points tu as eu sur chacun des domaines, etc. Et quand tu fais partie d'une filiale d'un grand groupe, comme Danone, par exemple, qui aujourd'hui a à peu près 80% du chiffre d'affaires certifié, si tu vas sur la filiale de Blédina, par exemple, tu peux accéder à son BIA. Et tu peux voir concrètement ce que Blédina a fait sur chacune des questions et chacun des domaines. Tu vois, donc tu peux les confronter vraiment à leur action. Complètement. Donc, tu vois, et cette notion de transparence, ça me est tellement importante aujourd'hui. Parce qu'on est aussi dans un monde que parfois, et les mondes de l'entreprise, parfois, peut être tellement noir. On ne sait pas vraiment ce qui se passe, on ne sait pas vraiment... Et donc, B-Lab aide aussi à rentrer dans cette notion de transparence absolue. Ouais. D'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, parfois, il y a des entreprises qui ne vont pas. Oui, c'est vrai. Ils ne veulent pas montrer... Parce qu'en plus, cette transparence, elle s'est traduite par une autre chose. Donc, je continue sur ma liste de ce qui est les mouvements. C'est aussi les changements des statuts. Oui. C'est quand tu deviens certifié, tu as une obligation de changement des statuts. Donc, tu fais rentrer dans ton statut une notion de, justement, d'entreprise impact et de la partage de la valeur avec tes objectifs sociétaux et environnementaux. En plus, c'est très efficace pour gagner des points. C'est 30 points directs, je crois, un truc comme ça. 10. 10 aujourd'hui, mais... Ouais, peut-être moins plus tard. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Et donc, voilà. Donc, ça aussi, ça ramène à cette notion de transparence et de gouvernance. Toi, tu m'avais posé la question, justement, d'Emmanuel Faber. C'est pour ça que je te disais, l'impact et l'engagement d'une entreprise ne peut pas être soutenu que par une personne. Et ce que je trouve incroyable dans B Corp, c'est que quand tu es une entreprise B Corp, malgré les changements de personnes, ton entreprise, elle continue dans cette trajectoire. Moi, je pense que c'est probablement les plus belles réussites d'une entreprise. C'est quand elle institutionnalise, elle continue d'exister au-delà des changements de gouvernance. Même si, évidemment, le paquebot peut changer de trajectoire en fonction de la personne qui l'incarne, en bien ou en mal. Mais c'est vrai que aujourd'hui, si Danone perdait sa certification, ça serait un tremblement de terre. Absolument. Et toi, quand tu m'avais posé la question de quelles sont les plus grandes réussites de Danone, en tout cas quand j'y étais, je t'avais parlé à l'agriculteur, mais pour moi, une des plus grandes réussites de Danone, et donc fièrement j'ai fait partie, c'était d'amener justement Danone dans la certification B Corp. Ouais. C'est quand même un monstre, Danone. On est partout. Ils sont partout.
C'est fini. C'est fini. Mais tu vois, parfois, j'ai encore du mal parce qu'après 15 ans chez Danone, c'est la famille. C'est une famille, effectivement. Une fois Danone, toujours Danone, c'est ce qu'on dit. Ouais. Et en fait, la complexité avec le site industriel, le business units, etc., dans plusieurs pays, etc. Donc, ça, c'est une complexité que tu n'as même pas idée. Et ramener ça à une certification globale, c'est un boulot des titans. Ouais. C'est pour ça que, d'ailleurs, l'ambition a été posée sur 10 ans. On a commencé à parler de B Corp en 2015. Danone doit être certifié en totalité en 2025. C'est l'ambition. Ouais, 100%, du chiffre d'affaires. Voilà. Ouais. Tu vois? Donc, ça, pour moi, c'est une énorme réussite parce que, une réussite pour l'entreprise et une fierté qui est portée d'une manière assez incroyable. Pour moi, c'est ce que j'ai dit à chaque fois, ce que j'adore des B Corp, parce que c'est un chemin de transformation aussi pour l'entreprise. Ce que tu vis à l'intérieur quand tu rentres dans B Corp, c'est assez incroyable. Et donc, ça, c'est une réussite en soi pour l'entreprise, mais c'est aussi une réussite à l'extérieur parce que quand tu vois un groupe comme Danone qui décide de devenir B Corp, ben, ce que ça fait, c'est un effet boomerang où en fait, les entreprises un peu qui se côtoient avec Danone se disent, mais en fait, si Danone l'a fait, pourquoi je ne le fais pas? Alors, ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis là, parce que j'ai l'impression que B Corp a réussi. On parlera des limites. Si tu as identifié des limites, des difficultés et des choses, des objectifs que vous n'avez pas encore atteints, la question est posée, donc mets-la de côté. C'est la réussite de B Corp, là où les Nations Unies ont, je ne sais pas si on peut dire échoué, mais n'ont pas réussi à intégrer dans les mœurs entrepreneuriales et du monde des affaires avec le Global Compact. Parce que B Corp repose beaucoup sur le Global Compact et sur les objectifs du millénaire pour le développement, avec une feuille de route pour l'humanité qu'on n'a pas réussi à atteindre dans les années 2010. On n'a pas réussi. Donc, déjà, les ambitions ont diminué. Et en plus, on n'a pas réussi. Et le Global Compact, c'est l'engagement des plus grandes entreprises à intégrer cela, les MDGs, dans leur feuille de route. Et très souvent, pour les plus grandes entreprises, peut-être pour Danone aussi ou pour d'autres, c'est d'irriguer et de dire que les prestataires avec lesquels on va travailler, les entreprises avec lesquelles on va travailler, devront aussi respecter un certain nombre de valeurs, de chartes, etc. Est-ce qu'un jour, on pourra avoir des entreprises comme Danone qui diront on ne travaillera plus qu'avec des entreprises certifiées B Corp? Il y a 3 questions. Les limites, le Global Compact et... Oula. Est-ce que toutes les entreprises demain, pour avoir un avenir, seront B Corp? Alors, donc je vais commencer par cette dernière que j'aime beaucoup parce que c'est une des choses que j'ai essayé de faire quand j'étais chez Danone. Dans la feuille de route fameuse de, tu vois, maintenant qu'on est B Corp, parce que moi, ce que je disais tout le temps en interne, c'est certes, soyons hyper fiers, on attend la certification, c'est une grosse fierté, mais l'aventure commence là. C'est-à-dire que tous les procès de certification, certes, est difficile, mais c'est au moment où tu es certifié que le boulot commence. Parce que c'est la transformation de la manière dans laquelle tu fais du business. Tu vois, comment est-ce que tu prends des décisions business de manière beaucoup plus responsable? Comment est-ce que tu amènes ton écosystème dans une réflexion différente, etc., etc. Tu vois? Et en fait, j'aime beaucoup ta question parce que moi, je me disais, dans un moment donné, si ce n'est pas travailler 100% qu'avec des entreprises qui sont certifiées B Corp, au moins des entreprises qui soient dans ce type de trajectoire. Absolument. Et qu'au moins se posent les bonnes questions, qui ont ouvert un BIA, etc. Tu vois, amener même tes fournisseurs. On avait essayé de le faire à l'époque aussi, à s'auto-évaluer à travers les BIA. Donc ça, déjà, pour moi, ça aurait été une énorme... Je ne sais pas où ils en sont de ça, parce que ça y est, comme je t'ai dit, ça fait 8 mois que je suis partie. Mais pour moi, ça serait une grosse réussite. Au moins d'amener à ce type de réflexion. Laissant de côté la certification. Parce que je sais à quel point c'est complexe. Il y a des entreprises qui le font. Typiquement, je ne sais pas si tu connais une entreprise qui s'appelle Ella's Kitchen. Non. C'est une entreprise d'alimentation pour les enfants. D'accord. Au UK. Hyper engagée. Je t'invite à regarder. Hyper engagée. Qui est B Corp. Très longtemps aussi. Et eux, typiquement, dans la partie supply, ils ont fait un choix de ne travailler qu'avec des suppliers certifiés B Corp.
Ah, super. Et c'est eux qui les ont amenés à la trajectoire, bien sûr. C'était pas juste de dire, en fait, voilà, toi, tu sors parce que tu n'es pas Bicorp et bienvenue. Non, c'était une trajectoire pour amener ces suppliers, ces fournisseurs, vers la certification. Oui, parce qu'on peut mettre des outils. Ça veut dire, toutes les entreprises ne sont pas certifiées, mais avant de signer un bon de commande, on peut très bien faire une courte évaluation. Est-ce qu'il y a au moins des principes auxquels on ne veut jamais déroger? Il faut que vous répondiez. C'est ça. Et au moins, on peut même l'intégrer contractuellement. Voilà. Si on se rend compte que vous nous avez menti. Toi, tu me demandes Danone, à l'époque, pareil, on avait mis dans les grilles d'évaluation des fournisseurs de manière globale, justement des critères qui étaient liés au BIA. Tu as des choses comme ça. Ça, oui. Super. Et ça, c'est très bien parce qu'en fait, l'objectif, on revient sur une discussion qu'on a eue il y a quelques minutes, c'était de dire comment est-ce que tu amènes un collectif, tu vois, vers cette notion d'impact, de changement, de transformation, etc. Mais c'est une manière de le faire. Ouais, c'est vrai. Dans l'évaluation que tu fais aussi. Donc ça, c'était pour ta question, troisième question. Après, sur Global Compact. Global Compact. Alors, les BIA n'est pas né de juste comme ça, de Saint-Esprit. Il est justement nourri par ce qui existe aussi. Ouais. Donc, les SDGs, bien sûr, Global Compact, etc. Tu vois, donc, il y a un lien avec tout ce qui existe aujourd'hui. Donc déjà, c'est le premier niveau des réponses. Et après, je pense que là où la réussite des B-Lab par rapport à ça, c'est aux Nations Unies, c'est que c'est un mouvement. Je reviens sur cette notion. C'est pas juste une certification, c'est pas ISO. Tu vois, si tu prends ISO par exemple, ISO 26000 ou autre, c'est une certif. Et c'est 3 personnes derrière un bureau qui font ça, qui amènent un petit collectif pour le faire. Et tu en parles autour de toi dans l'organisation. Les gens, ils peuvent même pas t'expliquer ce que c'est. Ouais. Tant que quand tu deviens une entreprise Bicorp, c'est un mouvement de l'interne. Tu vois, et j'y reviens, un chemin de transformation collectif avec des entreprises à l'extérieur, avec un mouvement, des gens qui ont envie de faire du bien comme toi. Tu vois, donc c'est ça pour moi. Et pareil, niveau, c'est hyper subjectif, mais c'est pour ça. C'est pour moi la force de Bicorp. Elle est là, au-delà de son BIA, mais c'est hyper fort. Alors justement, avant que tu répondes à la première question que je t'ai posée tout à l'heure sur les limites, comment tu animes un peu la communauté Bicorp en France? Parce qu'on rappelle, tu es coprésidente du mouvement Bicorp en France. Comment ils discutent? Comment les entreprises certifiées se rencontrent, échangent sur des bonnes pratiques? Alors déjà, effectivement, donc, je suis coprésidente, donc je fais partie d'un collectif qui est les conseils d'administration. On est une douzaine, donc coprésidente avec mon cher Thomas. Et à côté de ça, il y a une équipe opérationnelle. Une équipe opérationnelle absolument fantastique. Des gens qui travaillent plein cœur pour cette association. Et donc, c'est dans cette équipe opérationnelle, qui est une personne, qui s'appelle Sarah, qui s'occupe de la communauté. Et donc, elle anime la communauté des entreprises Bicorp avec énormément de choses. Et après, elle anime, mais bien sûr, c'est un travail collectif. Avec des calls mensuels où tu connectes tous les Bicorp, où tu expliques aussi qui sont les nouvelles Bicorp qui sont arrivés dans la communauté. Tu as des moments de partage, tu as des moments de présentation aussi, etc. Tu as des groupes de travail sur différentes thématiques, comme le climat, comme la diversité. Et donc, des gens qui sont intéressés participent à ces groupes de travail. Tu as des rencontres aussi. On a aussi notre AG une fois par an, dans laquelle on invite toutes les Bicorp. Tu vois, donc il y a, là je peux te lister, il y a énormément de choses, on a une newsletter, etc. Donc il y a quand même une vraie dynamique derrière ça, des dynamiques de rencontres, pour que les gens se connaissent, mais aussi parce que l'objectif, je trouve, c'est vraiment de créer des liens beaucoup plus forts. C'est pas juste un partage de bonnes pratiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut travailler plus ensemble. On parle beaucoup au sein de la communauté, au niveau global, de ce qu'on appelle l'interdépendance. Et donc, moi, je trouve que j'adore ces mots. Je les dis très souvent. Interdépendance, parce qu'effectivement, dans un moment donné, il faut qu'on arrive. C'est pas seulement à travailler ensemble, mais c'est travailler ensemble pourquoi?
C'est quoi les bénéfices que tu veux vraiment apporter? Parce que sans les collectifs, on n'ira pas plus loin. On va nulle part. Voilà, c'est ça. C'est même pas qu'on va pas loin, c'est qu'on va nulle part. Donc, et c'est toute la différence qu'on peut trouver avec des certifications AFNOR qui sont bien, mais RSE 26 000, je crois, ce genre de choses. C'est ça. C'est ça. Voilà, c'est ça la différence. Mais il y a quand même des limites à Bicorp que tu as identifiées pour y revenir ou pas? Ou des choses que vous n'avez pas réussi encore à transformer ou à insuffler, ou des projets qui ont été avortés, ou des choses que vous n'arrivez pas encore à traduire en action? Quand j'ai préparé mon discours pour l'AG de cette année, donc c'était cet été, le 29 juin, parce que c'était mon anniversaire, donc je me souviendrai toute ma vie. Il n'y a que pour Bicorp que je travaille les jours de mon anniversaire. Bicorp, c'est ta vie. Je ne l'aurais jamais fait, complètement. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que j'ai eu des moments de transformation dans ma vie. Les jours où j'ai découvert les mouvements, ça m'a transformé. J'ai eu une vie avant et après. Tu l'as découvert quand, le mouvement? Tu vas mourir derrière, je l'ai découvert en Colombie. Ouais. C'est assez incroyable. Alors que tu vivais déjà en France? Oui, mais j'étais en vacances en Colombie. Je me baladais dans la campagne et j'étais attirée par un packaging. C'était des fruits, des mangues séchées. J'étais attirée par les packaging. C'est un packaging qui avait l'air vraiment très recyclable, etc. Donc, je vais voir les packaging. Il y avait un monsieur qui était derrière. Je commence à regarder les packaging. Je les tourne et je vois la baie. Et donc, j'ai commencé à discuter avec le monsieur. Et donc, c'était rigolo parce que c'était le fondateur de cette entreprise qui commence à me raconter l'histoire de Bicorp. OK. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ces mouvements dont j'avais jamais entendu parler? Et c'est incroyable parce qu'en même temps, c'est quand Emmanuel Faber a commencé à parler en France et chez Danone, de dire, on va rentrer dans les mouvements Bicorp. Donc, tout s'est aligné. Okay. Et là, je me suis dit, allez, on y va. Et Blédina, qui est... Mais tu travaillais déjà à... J'étais chez Blédina à l'époque. Ah d'accord, ok. Ouais. Et justement, c'est là où je me suis dit, c'était tellement clair dans ma tête, je me suis dit, on y va. Blédina va être parmi les premières business units de Danone qui va aller chercher la certification. Et en effet, on l'était. T'as fait comment? T'as envoyé un mail, t'as dit au big boss de Blédina, je me porte volontaire pour... Ah ben j'ai fait comment? Non, c'était difficile parce que... C'est difficile parce que je t'ai dit, c'est compliqué d'aller chercher la certification. Ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça coûte. Ça demande aussi un alignement avec peut-être une feuille stratégique, etc. Mais moi, j'avais été embauchée justement chez Blédina c'était une création des postes aussi. Et justement, c'était pour accélérer la feuille de route Sustainability. Et donc, pour moi, c'était une telle évidence. Et ça, je pense que ça faisait 1 an, 2 ans que j'étais chez Blédina peut-être. Et on avait fait déjà un énorme travail de recenser tout ce qu'on faisait du bien, tu vois, d'un point de vue sociétal, environnemental, etc. Mais on n'avait pas une vraie feuille de route. Donc, on a juste pris tout ce qu'il y avait, on a créé une feuille de route. On avait fait un premier rapport d'impact qui est resté en interne. Et en fait, quand j'ai découvert Bicorp, je me suis dit, mais en fait, pour moi, c'est la suite logique. Enfin, pour moi, c'était une évidence. Mais c'était une évidence pour moi. Et donc, du coup, quand je suis venue au board of directors, et en leur disant, on va aller chercher la certification, j'étais vachement challengée, bien sûr. Ça m'a pris un temps de dingue. Je pense que j'ai passé 3 mois à convaincre qu'il fallait aller vers la certification. Et c'était quoi ton principal argument? Tu sais, à l'époque, Blédina ne faisait pas du bio. Ça n'existait pas. Les récoltés bio, qui ont une marque aujourd'hui, Blédina organique, n'existaient pas. Et en fait, on était à l'époque justement de se dire, mais il faut qu'on fasse... Et c'était, je pense, le moment du lancement des récoltés bio, etc. On l'a fait. Blédina l'a fait parce qu'il s'était rattrapé par tu sais, les consommateurs voulaient du bio, tous les compétiteurs le faisaient, etc. Donc, c'était même plus je sais plus, 2015 peut-être, par là. D'accord. 15-2016. Une dizaine d'années, quoi. Ouais. Et en fait, on l'a fait parce qu'on n'avait plus les choix, tu vois. Et je leur ai dit, est-ce que vous voulez qu'on fasse comme avec les bio? C'est-à-dire qu'on va être des suiveurs au lieu d'être des innovateurs. Ah oui. Ah, tu les as titillés, là, quand même. Ouais. Et en fait, oui, mais après, j'avais la chance à ce moment-là, il y a eu un changement de big boss chez Blédina. Et j'ai eu la chance de la nouvelle personne, était aussi quelqu'un d'extrêmement ouvert, visionnaire, etc. Qui s'appelait comment? Il s'appelle Marcus Sandmeyer. D'accord. C'est mon DG pendant des années chez Blédina que
que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup guidée aussi, et qui m'a permis aussi de faire pas mal de choses. Et donc, dans cette transition avec les gens qui étaient avant et Marcus, effectivement, ça a fonctionné. Je pense que je l'ai bien présenté. J'ai fait un mini BIA quand même en amont en disant, voilà, on n'est pas très loin. Parce que j'avais démontré aussi qu'on était vraiment déjà très engagés et que ça ne nécessitait pas non plus une transformation des dingues des 5 ans pour arriver à la certification. Donc, tout ça, ensemble, a permis de convaincre. Et finalement, on s'est dit, bon, OK, on y va. Tu vois? Et c'était fou. Hein. Ouais, c'était... En 20 ans, quand j'y pense, tu vois, tu me fais penser à ça. J'ai l'impression que c'était tellement loin. Ouais. Et donc, on a ouvert la voie, pas seulement chez Danone, parce qu'on était parmi les premières, mais aussi, on a ouvert la voie. On était la première entreprise dans le monde à être certifiée. Et je te dis, pas au dehors de Danone, à être certifiée, en fait, qui fait de l'alimentation infantile. Et y compris, notamment, la partie lait. Les laits de substitution. C'est tellement touchy, en plus. Ben, c'est pour ça que j'en parle. Moi, avec un bébé de... C'est pour ça que j'en parle, parce que c'était très difficile, en fait. Pour Bilab, nous, on était prêts pour être certifiés au bout de 4 mois. Ah ouais. C'était hyper rapide. On avait les points, etc., etc. Mais ça a mis 1 an. Parce qu'en fait, Bilab n'avait jamais été confronté à une entreprise qui faisait les substitutions. Cette taille, hein. Ah non, au lit de substitution. Versus les infantiles. Ouais, les infantiles. Mais tu vois, moi... Et je raconte cette histoire très souvent parce que ça m'a même confortée dans les choix de la certification des Bicorp. Parce que quand je me suis rendu compte d'à quel point c'est exigeant, on a dû démontrer, mais de toutes les manières possibles existantes, que si Blédine a fait du lait de substitution, c'est parce que l'allaitement, parfois, n'est pas possible ou c'est pas un choix. Ouais. Mais là, tu abordes en vérité, tu abordes la raison d'être de Bicorp et la manière dont il fonctionne. Ça signifie que la certification ne repose pas simplement sur un QCM bête et idiot sur lequel on va mettre des réponses. C'est que le mouvement va aller chercher à vérifier et à confronter la raison pour laquelle vous avez envie d'être certifié et va même jusqu'à donc questionner la raison d'être du produit ou du service. Absolument. Ça veut dire que si c'est un produit qui ne correspond pas au bien-être animal, au bien-être des enfants, des humains, que c'est intrinsèquement un mauvais produit, quelque chose en fait qui fait du mal aux hommes et à la planète et aux animaux, il ne sera pas certifié. De toute façon, il y a, même pour aller plus loin, dans les mouvements Bicorp, tu as ce qu'on appelle des entreprises controversiales. Ouais. Genre tabac, ce genre de choses. Ouais. Où elles ne pourront jamais être certifiées. Ouais. Il y a une liste d'entreprises, et ça c'est accessible sur les sites internet de Bicorp, des types d'entreprises, en fait, des biens et des produits qui ne peuvent pas rentrer dans les mouvements. Donc on questionne vraiment la raison d'être. Bien sûr. Qui est un mot un peu, entre guillemets, nouveau. On revient sur les questions des vocabulaires. Mais qui signifie... ce que ça signifie, la raison pour laquelle une entreprise ou une organisation existe. Et on est allé jusqu'à vous demander, mais pourquoi vous faites du lait infantile? Complètement. Et je t'ai dit, ça a pris 1 an. Ouais. Donc voilà. Donc, moi, aujourd'hui, oui, c'est une grosse fierté. Je ne suis plus chez Danone. Mais pour moi, c'est une grosse fierté parce que ce n'était pas évident. Mais s'il y a une entreprise vraiment aujourd'hui... qui mérite sa certification, c'est Blédina. Non, mais vraiment, il y a un fond. Toi, quand tu travailles quand même tu fais quand même de l'alimentation pour des enfants, pour des bébés. Ouais. On est parents, tous les deux. Ouais. Tu veux les meilleurs pour des enfants. Et en fait, quand tu te rends compte de tout ce que tu fais pour que ça soit absolument parfait pour les enfants, c'est assez incroyable. Tu vois? Je peux ouvrir une parenthèse. Vraiment, parce que ce sujet-là, il me concerne très directement, là, très, très récemment, pour dire à quel point le lait infantile, c'est méga important. Ah ben donc, si. Ariane a 4 mois, elle a eu un érythème fessier. Et il s'est passé un truc, peut-être une sorte de petite gastro. Donc, elle faisait ses selles plus souvent. Et son lait fonctionnait bien, il n'y a jamais eu vraiment de problème avec son lait. On est parti voir la pédiatre parce que ça commençait à devenir sévère. Et ben, le premier truc qu'elle a fait, on a changé de lait.
On est passé sur du lait un peu particulier sans lactose. Elle a arrêté de faire autant ses selles, donc des selles un peu acides qui viennent attaquer les fesses des bébés, parce que les fesses des bébés, c'est très, 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 très fragile. Ça l'a guéri. Parce qu'on a changé son lait. C'est impressionnant. C'est pas un médicament. Alors, si on a mis des petites crèmes, évidemment, tu vois, pour la cicatrisation et pour éviter qu'elle souffre. Mais la solution est venue du lait. Donc, et elle boit du lait infantile parce que Léa a repris le boulot et que c'est juste strictement impossible et que les femmes aujourd'hui travaillent, ont une carrière professionnelle, ne peuvent pas avoir des tireuses à lait comme ça sur la poitrine chaque fois pour s'assurer, avoir qu'un frigo pour respecter la chaîne du froid, blablabla. C'est pas possible. Donc, ça a une utilité sociale incroyable. Là, on ouvre une autre parenthèse. On va partir là-dessus, mais parce que je pourrais parler pendant des heures. Ouais. Et c'est les sujets de l'allaitement maternel. Hein. Ouais. C'est que tu vois, quand on parle d'inclusion, diversité, etc., on devrait être capable, en tant que maman, de continuer, si c'est un choix, de continuer à allaiter, même après avoir repris le boulot. Ouais. Et avoir les conditions pour continuer de manière... Exactement. Ouais. Tu vois ? Mais bon, bref, on ferme toutes ces parenthèses. Ouais, on ferme la parenthèse, mais peut-être que j'ouvrirai pour un autre épisode. Oui, parce que tu as vu, le temps passe hein, quand même. Je sais que tu as un rendez-vous après. Donc, je vais encore piquer un peu de temps avec toi pour conclure. La question que j'aimerais te poser, c'est de savoir, quand tu as fait ça, c'est quoi ton prochain challenge ? Mais j'ai un challenge qui est tellement actuel, c'est la transformation de Kellanova. Ouais. Donc, tu vois, moi, à un moment, il y avait des gens qui me disaient « Mais pourquoi tu vas quitter Danone ? Tu es bien dans un centre de confort, etc. Tu es à Lyon, etc., etc. » Et en fait, moi, ça fait déjà un petit moment où ça m'est piqué. Ça m'est piqué parce que, justement, moi, j'ai besoin des challenges. Je reviens sur mon côté sportif. Moi, ça m'alimente. Ça me nourrit, tu vois, de l'énergie. L'énergie, elle vient aussi des challenges. Et parce que les temps, c'est là. Je ne peux pas rester toute ma vie dans la même entreprise. Même si elle n'est pas parfaite, elle est déjà dans un bon chemin. Et en plus, personne n'est indispensable, hein, soyons aussi clairs. J'avais besoin d'un nouveau challenge et j'avais besoin de me dire où est-ce que je peux être utile. Une entreprise qui est un petit peu plus en retard, tu vois, qui est aussi, parce que pour moi, c'est hyper important aussi dans les choix d'entreprise, et ça m'a pris du temps aussi. Tu imagines les nombreuses conversations que j'ai eues avant de faire un choix et d'actionner une piste claire. Pour moi, c'était important de me retrouver dans une entreprise où l'ADN, la base de la création de l'entreprise, soit lié à un engagement plus profond que juste le profit. Ouais. Donc, sociétal ou environnemental, ou les deux. Kellanova, c'est le cas. D'accord. Clairement. Il y a de valeurs de son fondateur qui sont très fortes. C'est une entreprise, je n'avais jamais vu ça, extrêmement philanthropique. Le niveau d'engagement sociétal est juste énorme. Mais justement, ils ont mis énormément des passions, du temps, des ressources, etc. sur la partie sociétale, que la partie environnementale a été un petit peu laissée de côté. Et donc, j'arrive avec ces challenges pour dire, OK, c'est très bien ce qu'on a fait là, mais comment est-ce qu'on met de l'équilibre entre les deux ? Parce que les deux sont très importants. En plus, les deux vont de la main. On ne peut pas faire l'un sans l'autre, ou vice-versa. Et donc, ça, c'est mon challenge actuel. Je suis ravie. J'aime beaucoup cette entreprise. Comme je te disais, la culture, et je l'aime bien. Elle fit beaucoup plus avec ma manière d'être. Je suis très libre de faire, de tester, d'amener, de proposer. Il y a beaucoup de bienveillance. Mais c'est un gros challenge. Vous commencez depuis zéro ou comment ça se passe ? Alors, c'est pas zéro. Non, bien sûr, non, pas du tout. Donc, comme tu l'as bien dit, Kellanova Kellogg's, c'est une entreprise des US. Donc, le siège global, il est aux US. Et c'est eux qui ont, comme dans toutes les grandes entreprises, posé une feuille de route avec des commitments. Donc, les commitments sont là. Donc, on a le Better Days Promise, comme tu te disais, avec les quatre axes. Et donc, les commitments sont là. Maintenant, c'est comment est-ce que ces commitments, cette feuille de route, cette trajectoire pour arriver à ces commitments, tu l'as bâtie au niveau de l'Europe.
Ce qui est pour le coup, c'est un énorme chantier parce que l'Europe, comme on disait, est plus en avance, parce que c'est une opportunité aussi de faire différemment, parce que c'est une opportunité aussi, pourquoi pas, de dire que l'Europe drive le reste, tu vois. Donc, moi, j'adore, je kiffe. Là, je disais, on faisait à toi, et hier soir, je disais, je pense que j'ai jamais bossé autant, parce qu'entre les deux, mon challenge Kelanoa plus ma jambe Bilab et tout le reste, parce que je suis aussi maman, épouse, amie et tout ce que tu veux. Ça fait beaucoup, mais ça me nourrit. Ouais. Et ce qui est très important pour moi. Je me sens nourrie tous les jours. C'est trop passionnant. Et avec Bilab et Bicorp France, c'est quoi tes objectifs? C'est de continuer. On en a beaucoup d'objectifs. Mais si tu me poses la question à moi, personnellement, Camilla, moi, j'ai un rêve avec Bilab. Et c'est d'amener le monde sportif dans la discussion. J'ai dit dans la discussion. Ce n'est pas forcément dans la certification. Moi, je trouve que ce n'est pas seulement parce que je suis sportif et pour tous les bénéfices qu'apporte le sport, mais c'est parce que le sport, c'est un domaine qui connecte les gens partout dans le monde. Tu peux aller dans le village au plus fin fond de l'Afrique, de la Colombie, ou tout ce que tu veux, où il n'y a même pas d'électricité, mais les gamins savent très bien qui joue dans l'équipe, etc. Toi, qui est Ronaldo, qui est... Les gens jouent tu ne parlais pas la langue, mais tu t'aimais à jouer au foot, et là, tout le monde est copain, quoi. Ouais. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Tu vois, donc... c'est un langage commun. Ouais. Et c'est une manière, c'est un vecteur de communication hyper puissant. Ouais, c'est des règles universelles aussi. C'est ça. Donc, si tu utilises le sport, je l'utilisais dans les bons termes, si tu utilises le sport comme vecteur des mouvements pour que les gens comprennent, mais aussi agissent à tous les niveaux, partout dans le monde, là, on aura tout gagné. Moi, j'y crois à 100%. Et je pense que Bicorp a une manière, parce qu'on est un mouvement, d'amener cette discussion. Merci Camilla. Merci. Ouais. C'était passionnant. Merci pour les bonnes questions. Ouais, ça t'a plu, ça a été? Ouais, très bien. Ouais, c'était passionnant. Ouais, vraiment. Merci. Merci. Nouveau récit. Bravo et merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ce moment passé ensemble vous a été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Vous savez à quel point la recommandation est puissante. Alors choisissez 1, 2 ou 3 personnes de votre entourage et montrez-leur la voie. Ce qui marche bien aussi, c'est de nous suivre. Donc sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est de laisser un commentaire et c'est de mettre 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Et si vous avez des idées ou des remarques à nous adresser ou si seulement vous avez envie de nous envoyer un petit mot doux, faites-le à l'adresse suivante: bonjour@parole-public.fr. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter sur notre site internet www.parole-public.fr. Tous les mois, vous y retrouverez du contenu inspirant et le lien vers le nouvel épisode du podcast. Je suis Fouad Souak et je vous dis à bientôt. Nouveau récit.